Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue parmi nous en direct sur Weshterna dans l'aventure Weshterna Across the World, l'émission qui part à la rencontre de la jeunesse du monde. Aujourd'hui c'est un triste anniversaire aussi, c'est le 22e anniversaire de l'assassinat de Feu Bato Blounès, donc chanteur engagé algérien qui nous a quittés donc le 25 juin 1998 et à qui on rend hommage. On n'oublie pas également donc du coup l'ensemble des détenus politiques et détenus d'opinion. Et comme chaque semaine, donc on commence avec la messagerie de la semaine, le message du précédent intervenant. La semaine dernière, nous avions reçu Habibna, donc Dmitro qui nous venait d'Ukraine, qui nous a laissé un petit message. On l'écoute et on se retrouve tout de suite après. Salam alaikum tout le monde. Je m'appelle Dmitro Kouchnir, je m'adresse à vous depuis Kiev en Ukraine. Tout d'abord, je tenais à remercier Riyad et toute l'équipe de Weshterna pour leur invitation à participer à cet échange, à la découverte du peuple algérien, de sa culture et de ses aspirations. Merci beaucoup, merci infiniment. Pour moi, c'était une expérience extraordinaire que je souhaite approfondir, renforcer et continuer nos échanges et continuer à nous découvrir parce que c'est passionnant. Merci infiniment. Et maintenant, j'aimerais bien adresser un petit message en ukrainien à nos frères et sœurs en Algérie. Браття та сестри в Алжирі, звертаюся до вас з Києва в Україні. Хотів сказати, що життя занадто коротке і часу на роздуми немає. Час дуже швидко минає. Не потрібно вагатися, потрібно діяти. Творіть, працюйте, бийтеся за свої права. Усе у ваших руках. Ми в Україні дуже добре це знаємо. Сьогодні ми живемо в той час, коли молодь повинна творити, самореалізуватися. Створюйте компанії, створюйте бренди, створюйте гурти, асоціації. У нас безліч інструментів в руках. Потрібно лише ставити перед собою мету і йти до неї. Хай вам пощастить на цьому шляху. Шануємося. Voilà, donc c'était le message de notre ami Dmitro qui nous venait tout droit d'Ukraine, avec qui nous avons eu l'occasion de partager un beau moment la semaine dernière. Et tout de suite, on retrouve notre invité direction Sénégal. On va aller à Dakar et on va retrouver Marie-Aïda. Marie-Aïda, bonsoir. Bonsoir Riyad, bienvenue au Sénégal. Bienvenue en Algérie. Je suis très heureux de pouvoir te recevoir. Comment vas-tu? Je vais bien et toi? Bah écoute, je vais très bien. Je suis très honoré donc déjà de pouvoir te recevoir. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent, qui étaient impatients de rencontrer, de pouvoir un peu découvrir ton parcours. Je rappelle donc que toi, Marie-Aïda, tu es donc une jeune plusieurs casquettes. Tu es entrepreneur social, fondatrice et PDG de ta propre start-up qui s'appelle EcoBuilders. On va essayer d'en parler tout à l'heure. Tu es engagé face au changement climatique et pour l'environnement. Tu es auteur de 2 romans à succès au Sénégal. Tu es actif dans la promotion du secteur spatial en Afrique et pour la promotion des femmes en sciences. La première question, en tout cas, qui peut me venir à l'esprit, à seulement 24 ans, comment as-tu pu réussir à faire tout ça? À quel moment tu arrives à faire tout ça? Et comment est-il possible de réussir et de percer dans un environnement aussi compliqué, aussi complexe? Alors déjà bonsoir, c'est un honneur également pour moi d'être invité à cette émission et voilà d'avoir ce partage d'expériences et de culture entre le Sénégal et l'Algérie. Alors ça a été beaucoup d'organisation d'abord pour pouvoir y arriver et un engagement très très jeune et surtout beaucoup de passion par rapport à mes différents domaines. Les différents domaines justement, les domaines ils se terminent pas. Moi quand j'ai vu le graphique, je me suis dit c'est pas possible. Qu'est-ce qui te motive déjà dans ce que tu fais qu'est-ce qui te motive et est-ce que tu peux nous expliquer un peu brièvement tout ce que tu fais, même si je viens de le décrire?
Alors, ce qui me motive, c'est essentiellement la passion, parce que je pars du principe que je ne fais pas ce que je n'aime pas. Ça me permet de ne pas perdre du temps et de ne pas faire perdre du temps aux autres aussi. Et en fait, j'ai différentes casquettes. La première, c'est celle d'écrivaine, d'auteur, donc de 2 romans, Un lion en cage qui est paru en 2016 et Gemini qui est paru en 2017. Et également co-auteur d'un livre scientifique sur l'implication des femmes en sciences, et notamment dans le domaine spatial. Je suis également entrepreneur, CEO de l'entreprise EcoBuilders MS, qui a été créée en 2017 et qui est spécialisée dans les méthodes de construction alternatives, notamment en matériaux naturels et en matériaux de récupération. Et également présidente d'association et activiste dans le domaine de l'environnement, parce que c'est un domaine qui me passionne. Donc, si on doit résumer, donc il y a le côté entrepreneur, le jeune entrepreneur. Il y a le côté jeune auteur, il y a auteur de 2 romans à succès au Sénégal, qui sont parus au Sénégal. Le premier s'appelle Un lion en cage et le second s'appelle Gemini. Pardon? Gemini. Gemini. Alors, Un lion en cage. Un lion en cage, de quoi s'agit ce roman? De quoi parle-t-il, etc. Alors, Un lion en cage, je ne parle pas d'un lion enfermé dans une cage, bien sûr. Ouais. Donc, c'est une métaphore. Le lion symbolise l'homme dans toute sa splendeur, dans toutes ses capacités d'expression, de réalisation. Et la cage, pour moi, c'est la société, c'est-à-dire tous les facteurs qui sont autour de l'homme et qui le maintiennent en fait prisonnier d'une image, prisonnier de cette cage sociale qui nous pousse parfois à inhiber notre talent, nos capacités d'expression, nos capacités de création. Alors, c'est l'histoire, en fait, en résumé, d'un jeune homme qui vit dans une contrée du Sénégal, pétri de valeurs traditionnelles qui nous sont propres et qui a cet idéal de fortune, parce que c'est un idéal qu'on nous impose au quotidien dans la société, et la fortune, elle est matérialisée par des biens matériels, une belle maison, des belles voitures, etc. Et on décrit la famille heureuse et le bonheur autour de ces valeurs matérielles. Et finalement, en fait, il se lance dans une quête effrénée de ce bonheur matériel en se disant que c'est intrinsèquement lié finalement au bonheur émotionnel. Et pour ne pas raconter la fin, bien sûr, du roman, parce qu'il faut le lire. Alors, vraiment, la grande question du livre, c'est la définition même du bonheur. Est-il vraiment lié à ce que la société nous projette, ou est-il lié finalement à ce que nous avons à l'instant présent? Justement, alors toi, Maria Aïda, tu es une jeune Sénégalaise, une jeune Africaine. Moi, Riyad Touet, je suis un jeune Algérien et un jeune Africain. et la question du bonheur revient très souvent. Je pense que c'est très intéressant que tu aies soulevé ce point dans ton ouvrage, parce que je trouve que la définition du bonheur telle qu'elle nous est enseignée justement dans nos sociétés, comme tu viens de le dire, et la définition de notre bonheur personnel, est souvent un fossé entre ce que nous on a envie de faire et ce que la société a envie qu'on fasse pour que nous soyons heureux. Selon toi, c'est quoi le bonheur? Pour moi, le bonheur, il réside dans cette capacité à cerner le bienfait et le bénéfice de chaque instant. C'est-à-dire, on a tendance à beaucoup se projeter dans un futur où le bonheur existerait, en oubliant ce qui se passe autour de nous, les personnes qui sont autour de nous, les instants que nous vivons et qui pourtant sont intrinsèquement, sont parfois très heureux. Et finalement, cette quête, en fait, du bonheur, elle devient, disons, insensée quand on ne se rend pas compte de ce qu'on a. Donc, pour moi, le bonheur, c'est dans chaque instant que nous vivons. Quand on se rend pas compte de ce qu'on a. C'est souvent quand on perd les choses qu'on se rend compte, en fait, de leur valeur. Et on peut recycler aussi des choses qu'on croyait perdues et qu'on peut transformer autrement. Et le recyclage, c'est quelque chose que tu sembles connaître. Oui. Comment tu t'es lancé dans cette aventure d'EcoBuilder? Alors, depuis l'université, en fait, j'ai toujours été engagée dans des clubs d'entrepreneuriat social.
Et dans ces clubs, nous avons l'occasion d'aller dans les zones rurales les plus reculées du Sénégal pour mettre en place des projets à forte, disons, teneur sociale. Et un constat était vraiment évident au niveau des zones rurales, c'est le constat de la perte après récolte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 70% de l'économie sénégalaise est basée sur l'agriculture et les agriculteurs, ils perdent un tiers de leur récolte parce qu'ils n'ont pas d'espace où stocker et conserver ces récoltes-là après production. C'est-à-dire, c'est comme si vous disiez que vous ne produisiez que pour avoir un tiers de vos revenus et que vous ne travaillez que pour un tiers de vos revenus. Et après l'intégration d'une école d'ingénieurs, l'idée m'est venue de mettre en place un espace de stockage qui intégrerait une autre problématique qui me tient à cœur, qui est la gestion et le management des déchets non biodégradables, parce qu'aujourd'hui au Sénégal, il n'existe pas de chaîne de gestion et de revalorisation des déchets. Donc, voilà, le projet est venu de là et nous avons commencé à mettre en place des hangars de stockage agricole totalement conçus en matériaux de récupération tels que les pneus, les bouteilles, les sachets en plastique et en matériaux naturels tels que la terre ou le tifa qui sont des matériaux spécifiques de notre zone géographique. Le fait que tu sois entrepreneur au Sénégal, quelles sont les contraintes ou les obstacles que tu as dû croiser pour pouvoir concrétiser ton projet entrepreneurial que tu as eu sur ton chemin et plus spécialement en tant que femme entrepreneur? Alors, j'ai croisé des obstacles que tous les entrepreneurs, je pense, de façon universelle croisent, c'est-à-dire déjà cette confiance qu'on doit acquérir très jeune dans mon cas pour mettre en place une initiative. Ensuite, après, c'est l'obstacle du financement, l'obstacle également voilà, de la recherche et de l'accès à l'information dans la mise en place de l'initiative. Et en tant que femme également, je pense que c'est encore un autre défi puisque j'agis dans des zones rurales parfois très reculées avec des réalités qui sont différentes de celles que voilà de celles disons communes. Et dans ces espaces-là, c'est très rare, disons parfois c'est quelque chose d'exceptionnel pour eux de voir une femme sur un chantier de construction, ou bien une femme qui soulève des pneus, ou bien qui fait des métriques, qui fait des implantations. Donc, c'est quelque chose qui choque. Parfois, il y a des réactions positives, comme parfois, il y a des réactions, disons, normales dans le contexte, des réactions de retrait, des réactions parfois qui peuvent paraître agressives, voilà, en tant que femme. Mais disons que, en mon sens, en fait, dans toute chose, il faut des précurseurs. Donc, si je suis la première femme à le faire dans cette communauté rurale et que des jeunes filles de cette communauté voient une femme le faire et que ça change leur manière d'interpréter leur rôle dans la société, pour moi, c'est un honneur et c'est quelque chose que j'assume totalement. Ce qui était frappant lorsque on a fait connaissance toi et moi auparavant, on a un peu discuté, j'ai un peu parcouru ce que tu avais fait et il y a quelque chose qui m'a un peu marqué, c'est que tu es on le voit donc une personne très engagée, très impliquée dans la promotion de différents secteurs, notamment le secteur spatial en Afrique et la promotion des femmes en sciences. How come? Alors, le secteur spatial en Afrique, parce que j'ai toujours été passionnée de l'espace, même si mon domaine, c'est le génie civil. Et notamment, en fait, j'ai eu l'occasion de participer à un appel à contribution sur l'implication des femmes en sciences et notamment dans le secteur spatial. Donc, il y a 10 femmes qui ont été sélectionnées en Afrique à travers leurs contributions. Et pour moi, en fait, la clé, c'était l'éducation des femmes et notamment l'éducation des femmes en sciences, c'est-à-dire leur implication dans les domaines scientifiques, puisque en Afrique, en général, il y a très peu de femmes dans les domaines scientifiques. Dans notre domaine également, qui est le génie civil, il n'y en a pas énormément.
Et c'est pourquoi nous sommes confrontés parfois à des barrières sociales, psychologiques quand nous mettons en place nos initiatives. Et l'éducation des filles et notamment leur implication dans les branches scientifiques est pour moi un grand défi que nous devons relever et de façon immédiate. Est-ce qu'il y a eu un déclic pour toi, Maria Aïda, au cours de ton parcours scolaire ou universitaire, etc., qui t'a poussé à te dire, bon, moi, je vais m'engager dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de la promotion de la femme dans le domaine des sciences, etc., etc. Quel a été le déclic, si jamais il y a eu un déclic? Alors, disons que ce n'est pas forcément un déclic, disons que c'est le résultat d'un cheminement. Et c'est tout un processus d'éducation que j'ai reçu. Donc, j'ai 3 sœurs et un frère. Donc, j'ai grandi dans un environnement assez féminin et toutes mes sœurs sont allées à l'école, certaines sont dans le domaine scientifique, et j'ai une sœur qui est en médecine, etc. Donc, pour moi, en fait, s'engager en sciences, déjà, il n'y avait aucune barrière pour moi et aucune restriction, ce qui n'est pas le cas de toutes les femmes qui sont parfois découragées dans leur choix d'études. Certaines m'ont témoigné que quand elles veulent choisir un domaine ou un autre, il y a beaucoup de restrictions dans leur propre famille, où certains leur disent que non, ça c'est pas un domaine féminin, puisque par définition, pour certains, il y a des domaines pour femmes et des domaines pour hommes, de façon universelle. Et pour moi, déjà, j'avais pas cette barrière-là. Ensuite, comme je l'ai dit souvent, et j'aurais pu choisir que la littérature finalement, puisque voilà, j'ai mes professeurs eux-mêmes qui me poussaient à choisir la philosophie parce que j'étais vraiment bien dans ce domaine. Mais la science aussi représentait pour moi une véritable énigme qu'il fallait résoudre, et également une occasion de mettre en place des solutions terrain. Donc, c'est pas pour un peu dénigrer la littérature, mais la science nous permet parfois de mettre ce qu'on a sur papier en action. Et c'est vraiment ça qui m'a beaucoup plu dans la science. Et la protection de l'environnement, pour moi, devrait être une évidence, puisque, comme je l'ai dit souvent, en Afrique, le lien avec la nature n'est pas un lien nouveau. La protection de l'environnement, en tout cas au Sénégal et même dans notre littérature traditionnelle, l'arbre et la nature ont une place fondamentale. Et pour moi, il faut recréer cette reconnexion fondamentale entre les hommes et la nature de façon urgente également, puisque nous ne pouvons pas vivre sans cette planète et une planète saine. Voilà, comme tu le sais, dans Wajtama Across the World, l'objectif c'est de créer des ponts entre l'Algérie et le monde, les autres pays, d'aller à la rencontre des autres jeunesses, des autres jeunes, etc. Et tu parlais d'environnement, tu parlais de protection de l'environnement. J'aimerais te présenter quelqu'un que j'ai déjà reçu dans Wajtama à l'époque. C'est une jeune Algérienne, elle est architecte en ce moment, et passionnée par le domaine de l'environnement et le domaine du recyclage. Elle s'appelle Manel Bravo. Donc, on va regarder une petite vidéo. Comme ça, tu vas faire connaissance de sa vidéo et de son profil. On pourra avec plaisir en discuter tout de suite après. Ok? Let's go. Oui. Je m'appelle Manel Brarni, j'ai 22 ans, j'habite à Alger. Je suis étudiante en architecture. J'entreprends un projet de création artistique et de protection de l'environnement. J'aime peindre, j'aime recycler, j'aime faire du sport, aller en forêt, j'aime écouter du jazz. Donc je recycle des matériaux inutilisés, je leur redonne une nouvelle vie. Ça peut être des petits bouchons de parfum, je peux faire des sculptures, des objets déco pour maison et je trouve ça très amusant en fait. Par exemple là, avec ça j'aimerais bien faire des miroirs, par exemple. C'est un rebelle. Ça c'est le gaz, je sais pas comment on appelle ça, mais j'ai imaginé ça en petite lampe. Je pourrais nettoyer tout ça. C'est assez lourd, mais j'imagine bien avoir une petite lumière dedans et ça fera une petite ambiance tamisée dans la chambre. J'adore. Je vous présente Bonne Nuit.
et bonjour. Donc ce sont des portes brosses à dents faits à base de prises triphasées. Donc ça s'ouvre, on peut les nettoyer, on referme et on peut mettre nos brosses à dents dedans. C'est un atelier de 4 jours qui a été organisé, donc c'était en 2 week-ends. Je les ai guidés d'une certaine manière à créer de nouvelles choses pour les enfants. Ça, c'est des jouets qui ont été faits par des participants aux ateliers Five Arts qui seront distribués aux enfants hospitalisés. Donc c'est avec des chutes de bois. Ça, c'est vraiment c'est un avion fait avec un pot de crème dessert, du papier, des bouchons et des décorations. Chaque enfant, il a sa petite boîte avec un bracelet, un collier, plus un jouet, que ce soit pour les garçons ou pour les filles. Plus tard, j'aimerais bien former des jeunes pour qu'ils puissent créer, redonner une nouvelle vie. Et je peux voir aussi plus grand, c'est avoir un Five Art Home, là où on pourrait trouver du mobilier de maison, des petites décorations, des petites idées cadeaux, vraiment, et tout ça à base de matériaux recyclés. C'est faire de Five Art un modèle, une référence algérienne en création artistique et aussi en protection de l'environnement. Alors la peinture, j'ai commencé à peindre en 2011. Je m'intéresse beaucoup à la peinture surréaliste, je suis fan de Dali. Si je devais coacher l'Algérie en tant que personne, déjà je commencerai par l'écouter. Je voudrais qu'elle me raconte son histoire. Et puis après, je voudrais qu'elle me donne l'objectif qu'elle veut atteindre. Ce qui est important. C'est important de connaître son histoire. Si on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va, c'est avec tous les éléments qui font que l'Algérie est ce qu'elle est qu'on peut aller de l'avant. Quand une personne me dit plastique mechena, et dernièrement j'ai eu à lire cette phrase, en fait, il y a une amie qui m'a dit plastique mechif l'Algérie. Je lui ai dit, tu crois pas qu'en Algérie on peut faire de belles choses? Plastique, c'est où alors? Je suis née ici, j'ai étudié ici, donc je suis allée à l'université ici. Je suis de là en fait, je suis algérienne. Réaction? Tu m'entends? Oui. Ouais. Je te laisse réagir. Je vais pas t'influencer. Je te laisse réagir à ce que tu as vu. Qu'est-ce que ça t'inspire? Comment tu vois ce profil, etc. C'est une très belle découverte et j'aime bien le lien qui est fait entre l'art et le recyclage et surtout cette capacité à détourner les objets de leur utilité initiale, faire des porte-brosses à dents avec des prises, etc. Donc, je trouve que vraiment c'est quelque chose qui, intègre déjà la créativité. Et c'est super qu'elle fasse également des ateliers avec des enfants, puisque je pense que si on veut changer les choses, ça doit partir de la base et inciter la base à avoir ce type de raisonnement à travers l'art, c'est magnifique. Toi, Marie-Aïda, t'as eu l'occasion de quand même de te construire, de fonder ton entreprise, d'avancer, de concrétiser des choses dans le domaine de l'environnement. Quel conseil pourrais-tu donner à Manal Drarni, qui est une jeune passionnée d'art, qui est une jeune passionnée d'environnement, de recyclage et d'un certain nombre de choses? Quel conseil pourrais-tu lui donner, toi, à partir de ton expérience sénégalaise, même si on n'est pas dans le même pays? Alors, à partir de mon expérience sénégalaise et de mon expérience universelle, je donnerais le conseil de continuer dans le sens de la passion, ce qui est vraiment très bien, mais également de rendre le projet périn, de rendre le projet monétisable, c'est-à-dire pour entrer dans la pérennité, même si on est dans le cadre de l'entrepreneuriat social, il faut vraiment prendre en compte l'aspect économique, c'est-à-dire avoir un modèle de business, un business model, savoir mettre en avant son initiative en dehors de l'aspect passion, mais pour vraiment amener les gens à soi
il y a différentes catégories de personnes, celles qui sont intéressées par l'impact social, celles qui sont intéressées par l'impact économique et celles qui sont intéressées par l'impact environnemental. Donc, il faut essayer de faire le link avec ces différentes personnes en mettant en avant sa passion à travers ces différents axes. Il y avait une question qui a été posée à Manal, qu'on salue d'ailleurs, qui doit probablement nous regarder. Donc, Manal, on t'embrasse à partir d'Alger et de Dakar. Il y a une question qui a été posée. Si tu devais coacher l'Algérie en tant que pays, qu'est-ce que tu lui dirais? Moi, je te pose la même question. Si tu devais coacher le Sénégal en tant que pays, qu'est-ce que tu dirais au Sénégal? Alors, qu'est-ce que je dirais au Sénégal? Laisse-moi réfléchir parce que j'ai beaucoup de choses à dire au Sénégal finalement et c'est difficile, voilà, de le résumer aujourd'hui. Ce que je dirais au Sénégal, c'est de croire en lui. Déjà, parce que moi, je crois au potentiel du Sénégal. Je crois en sa richesse, je crois en sa culture, je crois à ce Sénégal qui est fort, à ce Sénégal qui a une très belle histoire et voilà, un énorme potentiel. Et je lui dirais de croire en lui. Gëm sa bopp, comme on dit en Wolof. De croire en lui. Il y a quelque chose que j'ai remarqué et qui m'a poussé, en fait. Ce qui m'a poussé, moi, Riyad, en tant que jeune Algérien, de lancer Wajdelna, c'était justement, je me rendais compte que l'image qu'on avait des Algériens dans le monde, que ce soit à travers les médias, que ce soit à travers tout ce qui se disait en rapport avec l'Algérie, n'était jamais représentatif totalement de l'Algérie. Donc chaque fois qu'on montrait l'Algérie ou chaque fois qu'on montre un pays africain, qu'on se le dise, on le montre toujours sous une image qui lui est néfaste, toujours sous une image qui le réduit à quelque chose qui ne soit pas à la hauteur des aspirations du monde, comme si la jeunesse africaine n'était pas à la hauteur, comme si la jeunesse africaine ne pouvait pas réfléchir, ne pouvait pas produire, ne pouvait pas s'engager, ne pouvait pas se former, ne pouvait pas apporter quelque chose à l'humanité. En parallèle, je rencontrais beaucoup de jeunes Algériens et j'imagine que beaucoup de jeunes Africains doivent être dans la même situation, qui sont dans la construction, qui sont dans une envie d'avancer, de montrer une Algérie nouvelle ou une Afrique nouvelle, parce que pour moi l'Afrique c'est vraiment le continent du futur, parce que beaucoup de choses sont à faire. Est-ce que toi aussi tu as ressenti ce que moi j'ai ressenti et qui m'a donné envie de rectifier un peu le tir ou de montrer les choses un peu autrement? Alors c'est vrai que on a tendance à dépeindre l'Afrique en général, hein. C'est une réalité aussi au Sénégal de façon très péjorative avec vraiment c'est comme si en fait le tableau était toujours néfaste avec énormément de problèmes. On a des problèmes, hein, certainement, ça il faut le reconnaître, on est réaliste, mais on n'a pas que ça. Et mais moi mon mindset, je vais dire, c'est que je n'ai rien à prouver au reste du monde, mais j'ai tout à prouver au Sénégal. Et pour moi en fait ce qui est important, c'est d'abord le développement intérieur de mon pays et de travailler sur l'image de mon pays aux yeux de notre propre population. Ce qui est déjà un grand combat parce que quand un Sénégalais parle du Sénégal et qu'il lui-même en fait donne cette image de son propre pays de façon négative, ou qu'un Algérien ou peu importe qu'un Africain parle négativement de son pays, c'est parce qu'il y a un problème déjà interne de description de notre propre réalité. Et je pense que c'est un travail interne qu'il faut faire. Et ensuite, pour le reste du monde, moi je pense que, et comme j'ai l'habitude de dire, dans n'importe quelle manifestation ou dans n'importe quel événement auquel j'ai assisté à travers le monde, je n'ai rien à leur prouver, mais ce que j'ai à apporter, ce sont les actions que j'ai faites. Et voilà les preuves de mes actions. Je suis vraiment centrée sur ça et pas sur autre chose. Est-ce que tu penses que, on salue déjà Ariles Bachiche, qui nous dit salutations d'un franco-algérien habitant à Dakar. Donc, on salue notre ami Ariles, qui ne doit pas être très loin de chez toi. Ouais. Voilà, il doit traîner quelque part. Vous êtes en cette période de Covid-19, justement, c'est comment au Sénégal? Vous êtes confiné, partiellement, totalement, reprise de vie normale? C'est comment la situation? Voilà, au début, on était en confinement, donc en semi-confinement, parce qu'il y avait un couvre-feu qui avait été mis en place très rapidement
par les autorités pour éviter une situation catastrophique. Mais on est en train de faire des mesures de déconfinement. Pourquoi? Parce que la situation économique également ne va pas forcément avec un confinement total en Afrique, puisqu'on a généralement, et ici au Sénégal, une économie qui est informelle. Donc, du coup, la liberté de circulation, elle était restreinte. On ne pouvait plus, par exemple, voyager entre Dakar et une autre région. Et aujourd'hui, les déplacements entre régions sont ouverts. Donc, on est entré dans une phase de déconfinement et disons, au Sénégal, on le dit de façon assez péjorative, nous sommes en train d'apprendre à vivre avec le virus. Apprendre à vivre avec le virus. Ouais. Moi, honnêtement, j'ai pas envie de vivre avec lui. Donc, j'ai envie qu'il parte et qu'on reprenne une vie normale, parce que moi, j'en peux plus. J'en peux plus d'être enfermé entre quatre murs. J'en peux plus de porter un masque comme ça tout le temps. C'est pas pour se protéger et protéger ceux qu'on aime. Mais j'aimerais bien qu'on n'ait plus à avoir une muselière comme ça comme ça dans la figure. Tu parlais de la jeunesse sénégalaise tout à l'heure, Marie-Aïda. Est-ce que tu trouves que la jeunesse sénégalaise croit suffisamment en elle? Alors, la jeunesse sénégalaise, je vais dire, croit en elle, mais j'aimerais qu'elle croie beaucoup plus en elle et à son potentiel, parce que on a beaucoup une tendance, et une tendance que je comprends, puisqu'il y a une pesanteur également sociale qui peut-être est à la base de cette tendance à inhiber son potentiel. Et également, vraiment, ce qui est vraiment présent, c'est qu'on a aussi tendance à ne pas reconnaître toutes les formes de talent. Et c'est quelque chose qui doit vraiment, disons, être vraiment démocratisé ici au Sénégal. Et pour moi, c'est une jeunesse qui est vraiment dans l'optique et toujours dans cette quête de liberté, d'expression, d'innovation, de création. Mais c'est une jeunesse qui est excessivement dynamique. Alors, je te vois un peu figé. C'est quoi la liberté pour toi? La liberté, pour moi, c'est déjà le fait de pouvoir concevoir, de pouvoir mettre en place des initiatives sans restriction, de pouvoir avoir ma propre vision du bonheur, de la réussite, de ma vie en fait en général. Et pour moi, la liberté n'est aucunement en fait dépendante de la vie des autres ni de la vie sociétale. Elle est l'expression de ce qu'on est. Donc, c'est vraiment ma conception. Être libre, c'est être soi-même. Est-ce que tu penses que tu es toi-même au Sénégal? Pleinement? Eh bien, je suis pleinement moi-même. Je suis pleinement moi-même parce que déjà, à mon âge, j'ai pu mettre en place mes initiatives, j'ai pu me casser la figure, me relever. Vraiment, je suis pleinement moi-même, beaucoup trop moi-même parfois, ce qui peut peut-être être dérangeant pour dans la conception de la liberté des autres, mais je suis pleinement moi-même et je souhaite continuer à être pleinement moi-même. Je t'encourage en tout cas à continuer à l'être pleinement et je pense que ça transperce l'écran que tu es. Spécial dédicace à Aziz, un Algérien installé aux Almadis. C'est ça? Almadis? On dit comme ça? Almadi. Almadi? Ok, c'est où Almadi? C'est où Almadi? Almadi, c'est un quartier. Ah, c'est un quartier? C'est un quartier à Dakar? À Dakar, oui. Bon. Alors, Marie-Aïda, j'ai appris en discutant avec toi que tu aimais bien manger. Oui, beaucoup. Bon, alors nous, dans Mojtama, on aime manger aussi, on aime partager les plats algériens qui existent. Et dans l'équipe, donc j'ai ma chère amie Lily Jeddah que je salue et qui travaille chaque semaine pour préparer un joli petit menu à nos invités. Et cette semaine, elle a préparé un menu sur mesure, d'un menu algérien. On va le découvrir, je vais te permettre de le découvrir, on va discuter tout de suite après. Ok? Super.
Salut Marie, bienvenue dans la chronique culinaire de Lily, l'amoureuse de l'art culinaire. Je suis ravie de pouvoir partager avec toi des recettes traditionnelles algériennes te permettant de découvrir notre patrimoine culinaire. À travers ce menu, je te propose de découvrir des plats de 2 régions d'Algérie, le centre qu'on appelle algérois et l'est du pays. Ce menu a été choisi minutieusement en fonction des produits que l'on peut trouver au Sénégal, car la plupart des ingrédients sont utilisés dans vos plats traditionnels, à savoir riz, poisson, légumes et épices. On retrouve plusieurs sortes de salades dans la cuisine maghrébine. La plus connue est la chlada zrodia belkemoun, salade de carottes au cumin qui peut composer un hors-d'œuvre ou un assortiment de kimia, c'est-à-dire des petites bouchées. On peut également la servir seule, en accompagnement ou en entrée. Il s'agit d'une succulente salade de carottes cuites, parfumée de cumin, d'ail, de coriandre et agréablement acidulée par l'ajout de citron. Cette salade est cuisinée aussi bien au centre qu'à l'est du pays. Son appellation diffère en fonction de la région. Au centre, elle est appelée chlada zrodia et à l'est, slata senaria. Pour le plat de résistance, j'ai choisi de te faire découvrir la chtet hasserdine, qui est un plat traditionnel algérois. Il s'agit d'un délicieux ragoût de sardines entières ou en boulettes. Et toute la saveur de ce plat est obtenue grâce à ce que l'on appelle la dersa. La dersa qui est principalement un mélange d'ail, de paprika et de cumin. Elle est ajoutée à la farce de sardines ainsi qu'à la sauce tomate pour apporter un goût unique au plat. Ce ragoût fait partie des nombreux plats algériens au nom insolite. En effet, chtet hasserdine signifie la petite danse de sardines. Je terminerai ce menu par un dessert préparé pendant le mois sacré de Ramadan et lors des cérémonies à Constantine, voire un peu partout en Algérie. Le mhalbi constantinois est une crème dessert à la farine de riz parfumée traditionnellement à l'eau de rose ou à l'eau de fleurs d'oranger. Cette crème onctueuse est décorée avec de la cannelle en poudre. La ville de Constantine, située au nord-est de l'Algérie, est connue pour sa distillation de l'eau de fleurs d'oranger et de rose. D'ailleurs, chaque année, une fête est organisée pour célébrer ce savoir-faire ancestral et où il est possible de voir le procédé en public. Voilà Marie, j'espère que cette chronique t'aura permis de découvrir certains de nos plats traditionnels algériens et surtout qui t'auront donné l'envie de les cuisiner chez toi. N'hésite pas à essayer les recettes détaillées que tu trouveras dans ton starter pack et à nous envoyer des photos ou des vidéos de tes plats. Bon appétit Marie, à très bientôt. Super. Bon appétit, Marie. Merci. Eh bien, je pense que définitivement les développeurs de Facebook doivent pouvoir nous permettre de transférer des plats par pays. Donc, il y aurait des dégustations indirectes, mais ça donne envie. Merci. On peut aussi organiser des voyages dès que le Covid-19 partira. Pourquoi pas dans mes perspectives. C'est ça. En fait, plus les semaines passent, plus on présente des plats à nos invités, plus je me dis, ça se voit, je sens que dans quelques mois, je vais organiser un méga déjeuner ou un méga dîner avec toutes les nationalités et tous les plats qu'on a vus. Lily, prépare-toi à faire le traiteur. Donc, tu vas avoir du pain sur la planche. Avec plaisir. Alors, le menu qui t'a été proposé par Lily, en fait, va faire partie de ce qu'on appelle le Starter Pack Algérie. Alors, c'est quoi ce Starter Pack? C'est qu'à la fin de chaque émission, je vais t'envoyer un lien où tu auras un pack spécial dans lequel tu vas trouver un film algérien, un album algérien, un livre algérien et un menu algérien. Donc, ce sera l'occasion pour toi de découvrir un peu plus de choses sur l'Algérie. Donc, le menu algérien, tu le connais. Donc, c'est celui qui t'a été présenté. Le film algérien, on va le voir tout de suite après. Je vais le laisser un peu entre parenthèses. Et je te parlerai un peu plus aussi des autres parties du starter pack. On va pas se précipiter. D'accord. Tu vas recevoir ça plutôt prochainement. Tu me donneras ton avis. Par contre, quel est le plat typique au Sénégal? Le tchéboudian. C'est notre plat national. Tchéboudian. Tchéboudian. Comment tu l'écris? Je vais checker tout de suite sur Google. Allez. Comment on l'écrit? Alors, T-H-I-E-B-O-U. Tchébou. T-H-I-E. T-H-I-E. Ouais.
Et oui. D-O, plus loin, D-J, Boudjen. Djen, Ah. voilà. Boudjen. Ok. Djen. Boudjen. Alors, ok. Donc, parle-moi de ton plat. De ce plat Alors, le typique. Tchébudjen, Tchèp veut dire riz et Djen veut dire poisson. Donc, D'accord. c'est en Wolof, ça veut dire le riz au poisson. Donc, c'est un riz qui est préparé avec la tomate, avec des légumes, avec du poisson, des crevettes, des boulettes de poisson, donc des fruits de mer. C'est vraiment le plat national du Sénégal qui fait des ravages partout. Donc, j'espère que tu auras l'occasion d'en goûter et je suis sûre que tu aimeras beaucoup. Moi, je crève la dalle, tu sais, parce que j'ai pas encore. Moi aussi. Tu sais, je mange jamais avant, ou du moins très rarement avant l'émission. Je préfère manger. Généralement, je préfère manger après. Du coup, cette partie est bienvenue. Tombe bien. Alors, ça s'appelle, tu m'as dit Tchébudjen. Tchébudjen, c'est ça. Oh là là, j'ai quelques soucis de prononciation normalement. Alors, tac, ah merde, dommage. Oups. J'ai cherché une photo, je l'ai trouvée, mais je suis pas parvenu à la télécharger. Je voulais la montrer un peu à nos amis, à ceux qui nous suivent. En tout cas, vous pouvez taper Tchébudjen sur Google et nous publier les photos en commentaire pour qu'on puisse les regarder. Ok, super. Y a-t-il un autre plat typique du Sénégal? Alors, En dehors un du plat, voilà, je vais te donner un qui aussi est le yassa. Donc, yassa, Y-A, Y-A-2-S-A, yassa. Ah, ça. Donc, Okay. c'est du riz blanc avec une sauce, ça peut être du yassa avec du poulet ou bien du yassa avec de la viande qui est agrémentée avec une sauce avec des pommes de terre. Donc, c'est le yassa. Très facile à préparer et très bon. C'est très bon. Donc, j'ai l'impression que le riz est très présent dans la culture sénégalaise, non? Oui, le riz est très présent, mais également il y a le mil qui est aussi, voilà, le mil qui est aussi présent à travers le tiéré. Donc à travers le tiéré et il y a également d'autres céréales locales. C'est quoi le mil? Le mil, c'est une céréale. Le mil, M-I-L. Ok. Le mil, oui, c'est une céréale locale qui est également présent au niveau voilà, de nos préparations comme le tiéré. Donc, tu peux taper tiéré, T-H-I. D'accord. T-H-I. Donc, aujourd'hui, tu auras vraiment faim. T-H-I. R. Accent aigu, R. Accent aigu. Donc, tiéré. Okay. C'est fait avec du mil. Voilà. Il y a aussi le mafé dont on a. Oui, il y a le mafé, oui, qui est la sauce qui est faite avec de la pâte d'arachide et qui est d'ailleurs présente dans beaucoup de pays. Donc, tu verras ce qui ressemble au mafé au Ghana, en Ouganda. Donc, dans beaucoup de pays où j'ai voyagé, sous différentes appellations, il y a du mafé. Donc, la sauce. Je crois que j'ai goûté au mafé Sami. Bon, Sami qui imaginable, qui nous suit, qui est un West. Il a cuisiné du mafé. Il me semble, Sami, confirme-moi si tu arrives à m'entendre et si tu peux me confirmer en commentaire, que c'est bien du mafé qu'on avait goûté au Festival Racontard. Je ne sais pas si tu connais le Festival Racontard d'ailleurs, Marie-Aïda. Non. Non. J'aimerais bien savoir. Le Festival Racontard, en fait, c'est un festival d'art itinérant qui a lieu chaque année dans un village reculé de Kabylie, qui a été lancé par trois personnes, en fait, dans une région en Algérie qui est la région de la Kabylie et qui, en fait, permet d'aller dans les régions reculées pour y organiser des activités culturelles. Là, plutôt que comme ce sont des régions qui sont reculées, qui n'ont pas forcément accès à des activités culturelles, et bien, ce sont les activités culturelles qui se déplacent à elles, dans des villages, pendant une semaine, où il y a des musiciens partout dans les rues, des ateliers de musique, des ateliers de peinture, des ateliers de cuisine, de littérature.
C'est vraiment une ambiance très artistique et très agréable qui existe au Festival Racontar. Et la particularité aussi, c'est que tu as des jeunes artistes qui viennent de tout le territoire national, donc tout le territoire algérien, mais aussi des autres pays. Donc il y a 2 ans, à l'époque, avec Samy, qui est présent, on avait mangé du mafé. Il me confirme que c'était pendant le festival. Alors, selon toi, Marie, quelle est la plus belle région du Sénégal? Ah, ça, c'est une question compliquée. Vous allez m'amener des ennuis parce qu'il y a énormément de belles régions. Donc, disons que il y a une région que j'aime beaucoup. Donc, je suis originaire de la région de Thiès, qui est une très belle région. Donc, je salue tout le monde. Et il y a également une très belle région qui s'appelle la Casamance, donc qui est une région très verte, donc qui est le poumon vert, je peux dire, du Sénégal, avec très belle végétation, des cours d'eau, etc. Donc, je vous conseille de la visiter. Sinon, il y a le Sine Saloum, il y a Saint-Louis du Sénégal, qui est une très belle ville avec une très belle architecture. Donc, en tout cas, vous aurez beaucoup de choses à visiter au Sénégal et il y a vraiment beaucoup de richesse et de diversité dans toutes les régions. On a hâte vraiment de découvrir tout ça. Si tu devais nous apprendre des constantes ou des choses qui sont constantes, qui sont évidentes au Sénégal et qu'on ne connaît pas, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur le Sénégal, par exemple soit en termes d'histoire ou en termes de tradition ou en termes de fêtes sénégalaises ou peu importe, des choses que tu pourrais nous apprendre sur ton pays et qu'on ne connaît pas. D'abord, en fait, au Sénégal, on appelle le Sénégal le pays de la teranga. Donc, la teranga, c'est l'hospitalité. Donc, il y a dans la société sénégalaise une obligation d'hospitalité. Donc, c'est pas rare d'être invité à manger dans la rue. C'est quelque chose qui est commun au Sénégal, à l'heure du repas, que quelqu'un vous dise de venir manger. Et les salutations également au Sénégal, c'est quelque chose de très, très important. Donc, vous pouvez les salutations, voilà. Et ça peut prendre beaucoup de temps de saluer parce qu'au-delà de la salutation, on demande comment vous allez, il y a retour de salutation, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important dans la société sénégalaise de saluer et tout le temps, c'est-à-dire tu peux rencontrer quelqu'un le matin, tu le salues, à midi, tu le salues. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important au Sénégal. Le fait d'être invité à manger dans la rue, c'est quelque chose qui est normal. Alors, il y a Samy qui me dit, parle-nous de l'île de Gorée. Donc, l'île de Gorée, c'est une île qui est importante dans l'histoire de la traite négrière. Donc, c'est une île qui était comme Ouida au Bénin ou Cape Coast au Ghana, une île où il y a une maison des esclaves. Donc, c'est un témoignage d'histoire, c'est un témoignage de l'âge le plus sombre de l'humanité. Et il y a au niveau de la maison des esclaves une porte qu'on appelle la porte du non-retour, puisque à cette époque, en fait, des millions d'esclaves de Noirs ont été déportés de l'Afrique vers les Amériques à travers l'île de Gorée. Donc, c'est un témoignage d'histoire qui est très important dans l'histoire du Sénégal. Il est très important d'en parler également parce que c'est une réalité, c'est quelque chose qui s'est passé. Également, le Sénégal, c'est un pays qui... Excuse-moi, juste avant d'aller plus loin, j'ai trouvé un peu pour montrer à ceux qui me suivent une photo de la maison des esclaves. Confirme si qui est différente maintenant. Donc, c'est une ancienne photo de la maison des esclaves qui a été restaurée. Donc, c'est un lieu qui est incontournable dans la visite de l'île de Gorée, qui est une île qui est à quelques kilomètres de Dakar. Donc, vous pouvez accéder avec une chaloupe. Donc, il n'y a pas de voiture sur Gorée.
Et il y a ce lieu, la maison des esclaves. Il y a également une maison d'éducation de jeunes filles, la maison d'éducation Maria Maba. Il y a un phare. Donc, il y a énormément de choses à visiter sur Gorée. Voilà, c'est une photo beaucoup plus récente de la maison des esclaves avec l'escalier en forme de fer à cheval. Donc, la maison de droite, donc c'est donc telle qu'elle est restaurée, et la maison à gauche, donc voilà, c'est celle d'origine. La maison de l'époque. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle est devenue, cette maison des esclaves? C'est un lieu de témoignage et d'histoire. Donc, il y a énormément d'Afro-Américains, d'Antillais qui viennent au Sénégal dans un besoin de connaître leur histoire. Et la maison des esclaves est un passage important. Donc, au sein de cette maison qui est devenue aujourd'hui un musée et que vous pouvez visiter, donc vous pouvez y aller. Il y a un guide qui vous racontera l'histoire de cette traite négrière, comment cette déportation s'est faite de cette maison vers les Amériques, le nombre de personnes. Vous pourrez visiter des cellules ignobles où étaient enfermés des hommes, des femmes, des enfants, dans le but de leur faire oublier leur propre culture, leurs origines, de les détruire psychologiquement avant d'être déportés vers les Amériques dans des champs de coton, etc. Donc, il y a énormément d'Afro-descendants qui viennent au Sénégal pour être reconnectés à cette histoire parce que, comme notre ami l'a dit dans la vidéo, il est important de savoir d'où l'on vient pour pouvoir appréhender son futur. Et il y a ce besoin pour tous ces Afro-descendants de savoir quelle est leur origine, d'où ils viennent. Donc, c'est un lieu de témoignage et d'histoire. Cette maison des esclaves est située, je lis qu'elle se trouve en face du musée de la femme Henriette Bathily. Oui, Bathily, oui. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Alors, le musée de la femme, c'est comme son nom l'indique, célèbre les femmes qui ont vraiment marqué l'histoire du Sénégal par la lutte, par la défense des droits des femmes, par des œuvres exceptionnelles. Et c'est pour montrer en fait l'importance de la femme et surtout le rôle fondamental de la femme, notamment dans la société sénégalaise, qui est une société qui, d'un point de vue en tout cas historique, qui a toujours élevé la femme. La femme a toujours eu un rôle prépondérant dans la société sénégalaise. Donc, il y a, pour en témoigner, une histoire qui est très frappante, qui est l'histoire des femmes de Ner, donc qui est célébrée chaque année à travers Talaït Ner et qui célèbre la résistance de femmes qui ont préféré le suicide à l'asservissement et à l'esclavage. Donc, les femmes du Sénégal sont, disons, au cœur de notre société et ce musée est un témoignage du rôle fondamental que nous jouons dans la société sénégalaise. En parlant de femmes, tu parlais de la femme sénégalaise, on peut parler aussi de la femme algérienne. Ça me permet de faire la transition avec le film qu'on te propose dans ton starter pack qui s'appelle Qindil el-Bahr. Je vais te proposer de regarder un peu la bande-annonce et on va essayer de la commenter tout de suite après. شنو بلعاني وش بيك؟ بلعاني وشنو؟ بلعاني مال هذاك اللي خبطك بتقولك بلعاني هذيك فين دايره؟ يمشي تجي من بعد؟ ايه نجي من بعد ما كلمة كلها لي الحلال كلمة هي داري فساق فساق يعطي هادو غير خريفات يخلعوا بها الناس وغير هادي اللي ما تصراشها خرجيهم من البحر ما يشعب يشوفهم داخل البحر خرجيهم اوهو تقدر تقول لي من وقت شي توجد في روحك باش تدخل البحر اسمح لي ما فهمتكش شكدير
Ça fait peur. Oui. Oui. La bande-annonce du film qu'on te prend s'appelle Bil Bahr, réalisé par réalisateur algérien Damien Onouri. Le synopsis, en fait, c'est lors d'une sortie à la plage, une jeune mère de famille qui s'appelle Fissa est lynchée à mort par un groupe d'hommes alors qu'elle se baignait seule au large, donc dans une plage. Personne ne semble avoir été témoin de sa disparition. Et peu après, sur cette même plage, tous les baigneurs meurent subitement. Donc, il y a beaucoup d'intrigue. Cette femme se transforme en quelque chose de très particulier que tu as vu entrevoir, en tout cas, dans la bande-annonce. Donc, tu auras l'occasion de voir ce film très prochainement, en tout cas. Quelle place occupe la femme sénégalaise dans la société? On en a parlé tout à l'heure. Mais en termes de la femme sénégalaise dans la rue, qu'est-ce que tu pourrais en dire? La femme sénégalaise dans l'espace public, elle est omniprésente. Elle est dans l'expression de sa féminité. Donc, elle est très féminine, elle est présente, elle s'affirme beaucoup. Donc, c'est quelque chose qui est lié à notre histoire. Donc, comme je l'ai dit, les femmes ont toujours été au cœur de l'organisation sociale, des familles. Et c'est vraiment une femme qui est présente dans l'espace public, qui s'exprime, qui assume sa féminité. Quels sont selon toi, comment dire, si on parle de la jeunesse sénégalaise ou de la femme sénégalaise ou de la jeune femme sénégalaise ou de la jeunesse sénégalaise de manière générale, selon toi, quelles sont les choses qu'il faudrait changer au Sénégal pour aller vers le mieux? Pour aller vers le mieux dans le sens disons dans le sens de la présence des femmes ou de la présence de la jeunesse en général, de la présence des femmes, les deux. Alors, déjà, on a une société qui, en s'inspirant de nos réalités traditionnelles, a toujours placé les personnes plus âgées en termes de connaissances et de savoir au-dessus. Et il a été très difficile pour la jeunesse, dans certains cas, de s'intégrer même dans les espaces de travail, de s'intégrer dans la société, puisqu'elle était vraiment dominée par cette image qu'il faut avoir un certain âge pour faire certaines choses ou faut avoir un certain âge pour avoir certaines connaissances. Donc, c'est vraiment ça, c'est vraiment une barrière parfois de réalisation de nos initiatives et de nos projets. On a l'impression qu'être jeune est parfois un problème. Donc, c'est vraiment, c'est paradoxal, hein, mais la jeunesse qui doit être, disons, un facteur positif peut se retourner contre vous dans beaucoup de cas. Et par rapport à la présence des femmes, les femmes sont très présentes. Ça, c'est une réalité. Elles sont présentes partout, à la télé, dans la rue, etc. Mais l'image de la femme est encore trop tournée vers cette femme qui doit tout faire, cette femme qui doit être féminine et travailleuse et parfaite, etc. Donc, qui n'a finalement pas le droit d'être humaine, tout simplement. Et c'est vraiment, comme j'ai l'habitude de le dire, la femme sénégalaise, elle n'est pas vue comme un être humain, c'est un super-héros, quoi. Elle doit tout faire, tout pouvoir faire, parfaitement le faire, etc. Donc, c'est vraiment une grande pression sociale qui pèse parfois sur l'épaule des femmes. Et moi, j'aimerais qu'elles soient simplement vues comme des êtres humains avec des failles et qu'elles aussi arrêtent de se mettre une pression trop importante et que surtout qu'elles s'orientent plus vers leur accomplissement personnel, puisque finalement, il y a énormément de frustration par rapport à cet accomplissement. Quand je t'entends parler, j'ai l'impression que tu décris la femme algérienne. Les réalités sont universelles. Bon, tu as employé des mots que j'aurais parfaitement employés, en particulier lorsque tu as dit on attend d'elle d'être un super-héros. Et là, je pense aux femmes algériennes et aux mères algériennes. L'histoire de l'Algérie est très complexe.
Comme tu le sais, c'est si on retourne juste dans l'histoire récente, c'est 132 ans de colonialisme français, une indépendance donc en 62, une trentaine d'années de parti unique, donc sous un régime de dictature, une dizaine d'années de terrorisme, et ensuite ce n'est que dans jusqu'en 99, et puis bon, les 20 dernières années qui étaient sous le règne du président déchu, contre lequel le peuple algérien est sorti le 22 février 2019 au cours du Hirak, au cours de la révolution pacifique qui continue d'avoir lieu sous d'autres formes. Donc l'histoire de l'Algérie est très particulière, et les femmes algériennes, enfin les Algériens de manière générale, mais là en l'occurrence on parle des femmes algériennes, je trouve qu'elles ont été très courageuses, en particulier celles qui ont vécu l'indépendance, donc qui aspiraient à une vie qui aspiraient à une vie meilleure, à une amélioration des conditions de leur pays, etc., et puis qui ont été frappées par la tragédie donc du terrorisme au cours des années 90, qui était une période atroce pour le peuple algérien, et dans laquelle je trouve que les femmes ont été très courageuses, parce que elles étaient menacées de mort parce qu'elles ne portaient pas le voile. Ces femmes-là continuaient de braver les interdits. Je salue nos enseignants, nos professeurs qui continuaient de donner l'exemple au moment où c'était très dur. Et je trouve que voilà, lorsque tu as dit la femme sénégalaise super héros, j'ai tout de suite pensé à ça en fait. J'ai pensé à nos mamans, j'ai pensé à nos enseignants, à nos enseignantes, j'ai pensé aux femmes de manière générale, et puis voilà. Donc je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes en tout cas dans le descriptif que tu donnes, et finalement énormément de points communs. Qu'est-ce que tu connaissais de l'Algérie avant de venir dans Oujda? Ce que je connaissais de l'Algérie, c'est l'image que je vois dans les médias. Donc, c'est vrai que l'actualité de l'Algérie ces derniers temps tourne autour, ces dernières années, du coup, tourne autour de révolutions, de mouvements, etc. Donc, c'est quelque chose que j'ai vu sur les news. Ce que je connais également de l'Algérie, c'est également à travers les matchs de football. C'est Sénégal-Algérie, c'est des événements, donc c'est quelque chose qu'on vit, même si je ne suis pas passionnée de football, excusez-moi. Et ce que je connais de l'Algérie, c'est la rencontre avec Samy également, qui ça a été quelque chose de vraiment marquant pour moi dans sa positivité, et voilà, l'énergie, la bonne humeur qu'il m'a transmis. Et c'est en tout cas un pays que j'aimerais certainement découvrir, voilà, dans sa culture, dans son histoire. Puisque comme tu l'as dit, j'ai la conviction qu'en Afrique, nous avons des connexions au-delà de la différence de nos positions géographiques, mais de réalité sociale. Et cela s'est vu dans les similitudes dans nos discours parfois. Et voilà, c'est cet aperçu que j'ai de l'Algérie d'un point de vue extérieur. Tu sais que quand tu parlais aussi tout à l'heure de je dirais pas conflit de génération, mais presque, en tout cas de ces disparités entre l'ancienne génération et la nouvelle génération, où la nouvelle génération a l'impression de ne pas pouvoir exister. Ça aussi, c'est quelque chose, c'est l'une des choses qui m'ont donné envie de faire Oujda en Algérie, parce que comme tu le sais, en Algérie, ça doit être le cas aussi au Sénégal. Bon, Sénégal, je crois que vous êtes 3 millions et quelques d'habitants, c'est bien ça? 14 millions. Voilà, je des informations. Ouais, bon. 14 millions. Voilà, ouais. Nous, on est dans les environ de 42 millions d'habitants en Algérie. Et 42 millions d'habitants avec 70% de jeunes. Donc, du coup, ça reste quand même un pays jeune. Et dans le discours politique, de manière générale, ou dans le discours ambiant, très souvent, on entend, par exemple, je ne sais pas si c'est le cas au Sénégal aussi, il faut faire des choses pour la jeunesse. Comme si la jeunesse était une petite partie, comme ça, une minorité à laquelle il fallait s'adresser et pour laquelle il fallait faire des choses. Alors que pour moi, la jeunesse, elle représente l'essentiel même du peuple, la majorité du peuple. Donc, du coup, moi, je dirais plutôt, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les moins jeunes? Moi,
puissent s'intégrer, pour qu'on puisse vivre ensemble. Et ce que tu disais était frappant aussi, parce que je trouve qu'il y a ce rapport entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Moi, je trouve qu'il faut qu'il y ait une complémentarité, parce que Exactement. nos musiciens ont des choses à nous apprendre, et puis nous avons aussi des choses à apprendre à l'ancienne génération. Et je pense qu'il faut qu'il y ait cette acceptation. Moi, par exemple, en tant que jeune, il y a des personnes qui sont plus jeunes que moi et qui vont m'apprendre des choses aussi. Pourquoi? Parce que, j'en discutais avec un ami dernièrement et qui me disait, je ne peux pas faire mieux que celui qui est né, par exemple, directement dans la génération Y. Tu vois, ceux qui sont nés directement de manière connectée. Moi, quand je suis né, par exemple, quand j'étais plus jeune, je suis né au milieu des années 80, au milieu des années 80, donc je suis quand même bientôt très vieux d'ailleurs, hein, je commence à devenir vieux très prochainement. Mais je veux dire, je ne suis pas directement né dans les nouvelles technologies, donc forcément, j'ai appris à découvrir les nouvelles technologies quand elles sont arrivées, mais je ne suis jamais aussi performant, par exemple, que quelqu'un qui est né directement dans les nouvelles technologies. Et c'est l'histoire de l'humanité, donc c'est un cycle, et pour moi, ceux qui viennent après, forcément, connaissent plus de choses que ceux qui étaient là avant, même si ceux qui étaient là avant connaissent des choses que nous ne connaissons pas et qui n'existent plus. Existent, etc. Je pense que à partir du moment où il y a où l'ancienne génération accepte que la nouvelle génération peut connaître des choses différentes sans se sentir diminuée, parce qu'on a l'impression parfois qu'elle se sent diminuée lorsque c'est limite. Je sais pas si ça existe au Sénégal, mais je sais pas si ça existe au Sénégal, mais on entendait très souvent des personnes de l'ancienne génération qui se sentent offensées lorsque des personnes de la nouvelle génération leur montraient quelque chose, leur montraient des choses. Alors, c'est une réalité, il y a un conflit générationnel parce que, comme je l'ai dit, en fait, c'est dans la construction même de notre société. Donc, le vieillard qui est une bibliothèque, le jeune qui écoute le vieux. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment, disons, présent dans notre société. Et en fait, c'est l'interconnexion entre les générations, comme tu l'as si bien dit, qui peut-être parfois fait défaut. Mais il y a énormément d'efforts qui sont faits maintenant pour reconnecter ces générations-là. Bien que parfois, c'est vrai qu'il y a une certaine frustration à la prise d'initiative de la jeunesse parce que ça peut être considéré comme parfois, ça peut être extrême, comme considéré comme une offense parfois ou une remise en question de ce qui a déjà été établi. Et je pense que, comme tu l'as dit, on aura forcément une transition générationnelle, que ce soit ceux qui sont nés dans les années 80, ceux qui sont nés dans les années 90 comme moi. Maintenant, il y a des 2017, et il y a des 2019 qui, eux, à 2 ans, déverrouillent des téléphones, utilisent des iPhones, etc. Donc, on sera forcément nous-mêmes déjà très vite dépassés parce qu'ils auront entre les mains la technologie et très, très vite. Donc, il y a vraiment cette acceptation du présent qui doit être fait et très vite parce que le présent ne représente en aucun cas une menace, mais plutôt une opportunité pour nous tous. Exactement, je partage tout à fait ton opinion. Je crois que tu as appuyé sur un bouton qui t'a fait disparaître. On continue de t'entendre en fait. Donc je mis ta photo. Mais je pense que tu as appuyé sur un bouton qui t'a fait disparaître et essaye de réapparaître. Je vais essayer, mais ma caméra est activée. Ok, alors c'est bon, je vais te réafficher. Dans 3, 2, 1 et le retour. Voilà, great. Le retour. Voilà, alors bon, attends, je vais disparaître moi aussi à mon tour et je vais hop. Et voilà. Alors, une dernière question qui nous a été posée tout à l'heure et que je me suis dit je vais la laisser vers la fin. C'est une question de Anis Belhamri qui dit bonsoir Riyad, bonsoir Aïda. Selon toi Aïda, si tu avais la chance de quitter ton pays, est-ce que tu le quitterais ou est-ce que tu résisterais et tu resterais dans ton pays? Donc moi j'ai eu maintes fois l'occasion de quitter mon pays pour une petite durée pendant des voyages, des programmes, mais je ne vois pas l'intérêt de le quitter définitivement. Il y a énormément d'opportunités ici au Sénégal
en termes de recherche de solutions, de mise en place de solutions. Il y a beaucoup de choses à construire. Et pour moi, en fait, il est évident de rester ici pour construire ce pays qui a besoin de cela, donc qui est passé par beaucoup je vais appeler ça des tragédies. Il y a eu l'esclavage, il y a eu la colonisation, etc., qui ont totalement détruit des pans de notre civilisation. Donc, si nous avons la chance d'avoir une jeunesse qui est majoritaire, c'est pour que cette jeunesse également ait la force et le courage de construire nos pays. Et pour moi, c'est une évidence de faire cela pour le mien. Rester pour construire et quelque part un devoir. Oui, c'est en dehors d'un devoir parce que également ça reste aussi dans l'expression de la liberté. Je comprendrais tout à fait que quelqu'un en ait ras-le-bol et se dise moi j'ai envie d'aller ailleurs, comme ça peut arriver à n'importe qui partout dans le monde en dehors de mon pays et dans des réalités beaucoup plus évidentes. Mais pour moi, en fait, en termes d'opportunités, en termes de construction, il y a vraiment quelque chose à faire ici. Il y a vraiment des opportunités. Il y a vraiment quelque chose qui se passe actuellement. Et je veux en être témoin et être partie prenante de cette époque. Et voilà, c'est quelque chose qui m'est propre et que j'assume totalement. Tu dis qu'il y a quelque chose qui se passe en ce moment. Qu'est-ce qui se passe exactement? Aujourd'hui, on a un écosystème entrepreneurial très, très dynamique au Sénégal, à travers le développement de hubs d'incubation, la mise en place de projets. Il y a des entrepreneurs dans tous les domaines, les énergies vertes, l'agriculture, l'élevage, la pêche. Les jeunes qui sont aujourd'hui très, très majoritaires au Sénégal ont compris que si les opportunités n'étaient pas encore là, il fallait les créer. Ils ont créé les opportunités à travers la mise en place d'entreprises. Et il y a aujourd'hui énormément d'accompagnement autour de l'entrepreneuriat et la mise en place de solutions. Et c'est vraiment aujourd'hui, on a en face de nous une sorte de révolution entrepreneuriale qui est aujourd'hui vraiment présente au Sénégal. Et pour moi, c'est vraiment le moment d'y participer et de mettre sa pierre à l'édifice. Magnifique, magnifique. Je partage totalement ta vision, totalement ton esprit. Moi, on me dit souvent, Ria, t'es trop optimiste, le changement, ça va pas venir, c'est peine perdue, etc. Moi, je pense que, très souvent je le dis, même si les temps ne sont pas forcément faciles tout le temps, très souvent je le dis, c'est que quand on regarde les pays développés, les pays qui sont avancés, je ne pense pas qu'ils aient obtenu ce qu'ils ont obtenu. Enfin, personne n'est venu leur offrir sur un plateau d'argent. Donc, ce sont des résultats de sacrifice. Et les changements auxquels on aspire, c'est pas forcément pour nous dans l'immédiat, c'est plutôt pour nos enfants, nos petits-enfants, les générations futures. Pour qu'ils soient aussi témoins que nous ne sommes pas restés les bras croisés. Et je pense que le changement peut venir avec l'échange, en s'ouvrant aussi au monde, parce que quand on reste enfermé, quand on reste dans une vision, on est recroquevillé sur nous-mêmes et qu'on ne voit pas ce qui se passe ailleurs, forcément, la vision du monde est biaisée. C'est comme si on racontait une histoire et on te donne pas tous les éléments. Donc forcément, tu peux tirer des conclusions en fonction du peu de choses que tu connais. Mais pour mieux comprendre l'histoire du monde, il faut, je pense, aller un peu plus. Juste pour terminer, qu'est-ce que tu aimerais dire à nos amis, donc nos followers, à la jeunesse algérienne et à la jeunesse sénégalaise en l'occurrence, donc du coup, Alors, le message que je voudrais passer à la jeunesse algérienne et à la jeunesse sénégalaise, c'est tout d'abord de croire en elle, de développer une faculté qui, pour moi, est très importante, qui est celle de la résilience. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, Rome ne s'est pas construite en un jour et l'Afrique ne se construira pas en un jour. Nous ne pouvons pas oublier notre histoire. Nous ne pouvons pas faire l'impasse sur tout ce qui s'est passé, et tout ce qui s'est passé a forcément eu des séquelles réelles sur notre avancée, notre développement. Mais c'est pas pour autant que nous devons baisser les bras ni abandonner, mais il faudra forcément développer des capacités de résilience
de patience énorme pour pouvoir apporter notre pierre à l'édifice et faire avancer les choses. Et le dernier message que je veux aussi passer, moi j'appelle tout le temps à la collaboration entre nos pays, à l'échange entre nos cultures, à la connaissance déjà entre nos différents pays, parce que quand on veut quand on veut se rendre grand, il est pour moi beaucoup plus évident d'être fort ensemble. Et l'impact de nos actions individuelles est vraiment intéressant, mais nos impacts communs sont encore plus intéressants. Donc pour moi, l'union est importante, l'échange est important dans l'acceptation des différences, dans l'acceptation de nos cultures, de nos réalités différentes, mais toujours dans cet esprit d'ouverture et d'échange. Et dans l'esprit de tolérance, je terminerai avec... Tolérance, exactement. Tolérance, je terminerai avec une citation de Spinoza qui m'a été enseignée par ma prof de français quand j'étais au lycée et qui disait « Il ne faut pas aimer, il ne faut pas haïr, il faut comprendre ». Je pense qu'il faut qu'on se comprenne. Marie, j'ai été vraiment ravi et heureux de te recevoir. Je rappelle que tu es une jeune entrepreneur sociale, fondatrice et PDG de ta propre start-up EcoBuilders MS. Tu es engagée face au changement climatique et pour l'environnement dans ton pays et dans le monde. Auteur de 2 romans à succès au Sénégal, tu es active dans la promotion du secteur spatial en Afrique et la promotion des femmes en sciences à travers l'article que tu avais rédigé. Et tu as accepté en tout cas de prendre part à l'aventure Wajdelna Across the World. Je suis très heureux de savoir que tu fais partie de l'aventure et du grand réseau Wajdelna. Bienvenue en Algérie à tout moment, fi ayi waqt, à tout moment, fi Aljazair. Marhaba bik. Prends soin de toi. Tu reviens quand tu veux, ok? Et, tu reviens quand tu veux, à tout moment. Et j'espère qu'on aura l'occasion de créer d'autres ponts, de créer d'autres liens entre l'Algérie et le Sénégal. J'ai hâte de venir goûter le mafé, le yassa et toutes ces histoires. J'ai vraiment hâte de te recevoir et de découvrir l'Algérie. C'est vrai? Oui. Bah écoute, vivement, voilà. Donc merci à tous de nous avoir suivis. Merci. Ce live restera disponible donc sur la page Facebook de Wajdelna. Il sera également disponible sur notre chaîne YouTube dès dans les prochaines 48 heures. Donc n'hésitez pas donc à vous abonner sur notre page Facebook, à partager le live et à vous abonner à la chaîne YouTube et à la chaîne Instagram de Wajdelna. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Et je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Ciao, ciao. Bye.